Amis téléspectateurs, amis internautes, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Face au micro. Vous le savez, c'est votre émission et vous la retrouvez toutes les semaines sur DMTV, Dimitri Média TV. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à nous regarder, à nous rejoindre toutes les semaines et on vous en remercie vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, pour Face au micro, j'ai l'honneur d'accueillir un personnage. Ah oui, c'est un personnage, amis internautes. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, merci de vous intéresser à moi. Oui. C'est normal, c'est... Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je fais une émission pour des internautes. Ah vous voyez. Oui. Alors, écoutez, j'espère qu'il y en aura encore plusieurs, comme ça. C'est à le souhaiter parce que quand on est artiste, ce qu'on aime, c'est joindre le plus de monde possible. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai qu'Internet a pris une place tellement importante maintenant, je veux dire, dans le paysage audiovisuel, dans le paysage de l'image. Alors, Jean-Jacques, c'est une sacrée carrière. Jean-Jacques Debout. Alors, la carrière commence il y a pas mal d'années. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le début de votre carrière? Oui, c'est très simple. Le début, c'est en 1973. Oui. Je rentre comme coursier aux éditions Raoul Breton. Oui. Et là, je rencontre Mireille du Petit Conservatoire. Oui. J'étais son 3e élève. Et Pierre Barou ayant été son 2e élève. Et son premier élève, c'était Francis Lay. D'accord. Parce qu'elle prenait des élèves musiciens, pianistes, qui écrivaient des textes de chansons. Et moi, j'étais son 3e élève. Oui. Et nous allions au début, son petit conservatoire, elle le faisait chez elle, rue de Beaujolais, au Palais Royal. D'accord. Et puis là, j'ai rencontré... alors comme moi, le matin, je travaillais pour les éditions Breton, où j'allais livrer les petits formats avec mon vélo Solex que m'avait offert ma grand-mère. Ma grand-mère qui habitait pas très loin, elle habitait rue du Croissant, de l'autre côté des grands boulevards. Et aux éditions Breton, j'ai rencontré Charles Trenet, j'ai rencontré à l'époque un jeune garçon qui attendait son tour, qui regardait... Je parlais de c'est Jacques Brel. Non, j'ai connu Jacques Brel, bien entendu, mais c'était pas encore Jacques Brel. Lui, il regardait Gilbert Bécaud qui commençait à s'envoler vers les étoiles. Oui. Lui, c'était Charles Aznavour. Oui. Et il écrivait un peu pour Jacqueline François, il écrivait pour Patachou. Mais lui, il attendait son tour. En tant que chanteur, ça marchait pas du tout. Oui, mais c'est incroyable parce que lui, ça a mis du temps pour qu'il devienne vraiment une star. Finalement, il est devenu une star sur le tard. Ça a mis 20 ans. 20 ans quand même. Oui, il a attendu pendant 20 ans. Oui. Et il y a des moments où il se décourageait. Alors, aux éditions, on lui redonnait confiance. Oui. Patachou lui disait « Mais tu verras, Charles, ça viendra. Oui. Il avait écrit à l'époque pour Juliette Gréco « Je hais les dimanches Il était chanté par Eddie Constantine, par des grandes vedettes, par Edith Piaf, bien entendu. Mais lui, en tant qu'interprète, il n'arrivait pas à s'imposer. Et il a commencé à s'imposer grâce à Jeanne Breteau, qui dirigeait le grand musical à la République qui s'appelait l'Alhambra. Et là, à l'Alhambra, il est venu avec sa chanson « Je me voyais déjà ». Oui. Il y a eu « Tu te laisses aller, je me voyais déjà ». Et c'est ça qui l'a propulsé. Et le lendemain, tous les journaux parlaient du phénomène Aznavour. Et alors après, le succès ne l'a pas quitté. Ouais, c'est quand même incroyable. Et moi, j'ai vécu tout ça. Ok, on va en reparler. Mais on va revenir un peu dans ta jeunesse. Parce que la jeunesse de Jean-Jacques, amis téléspectateurs, c'est quelque chose. Jean-Jacques était à l'école, et à l'école, tu étais avec un certain Jacques Mérine. Jacques Mérine. Oui. Ça s'écrivait avec un S, mais on ne le prononçait pas. D'accord. On disait Jacques Mérine. Et moi, il m'avait dit, appelle-moi Jackie, ça ira beaucoup plus vite. Oui. Mes intimes m'appellent Jackie, ils ne m'appellent pas Messrine ni Mérine. Alors, moi, j'appelais Jackie, et lui, il m'appelait Jean-Jacques. D'accord. Et on servait la messe au collège de Juilly, près de Meaux. D'accord. Ouais. Et puis après, on s'est revus jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Ce qui paraît, c'était un garçon qui n'était pas bête. Non, il ne pouvait pas être bête avec tout ce qu'il a fait. Oui. Mais le problème, c'est qu'il avait
il avait choisi une voie que tout le monde connaît, et une voie qui finalement, un jour, finit mal, parce que, on le sait tous, c'est pas permis de... Il y a des choses qui ne sont pas permises. Bien sûr, bien sûr. Et lui, quand des gens, quand il s'énervait un petit peu trop sur quelqu'un, enfin, il allait au bout des choses. Alors, il était parti en Algérie, il y avait eu la guerre d'Algérie. Quand il est revenu d'Algérie, il était évidemment un peu plus âgé. Oui. Et là-bas, il lui avait confié des trucs pas formidables. Et alors, quand il est revenu à Paris, il se sentait pas chez lui, quoi. D'accord. Et enfin, il se sentait pas à l'aise. Oui, il n'était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise, il n'était pas comme... Déconnecté de la réalité, on va dire presque. Finalement, il aimait bien être soldat, il aimait bien aller sur les chars, il aimait bien sauter même sur une mine, ça lui était arrivé. Mais une fois qu'il était revenu à Paris, dans le civil, j'ai l'impression que ça l'amusait moins. Et que il aurait dû en fait rester dans l'armée. C'est l'effet que ça me faisait. Est-ce qu'il n'y a pas des anecdotes quand vous étiez vraiment gamin? Oui, mais ce serait long. Hein. Des anecdotes, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu plusieurs. Bon, on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Alors, Jean-Jacques, ta carrière débute véritablement à quel moment? À un moment, Patachoum, qui avait un cabaret place du Théâtre à Montmartre, me propose de venir chanter. Là, j'ai à peu près 17 ans. Et je vais commencer avec des premières chansons. Il y en avait une de Charles Aznavour, il y en avait une que j'avais écrite moi, il y en avait une que m'avait écrite Louis Amade. Et je commençais, disons, à balbutier mon premier tour de chant. Et puis quand j'avais fini de chanter chez Patachou, je me rendais souvent à l'Écluse, là vers la Fontaine Saint-Michel, et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Barbara, avec qui j'ai écrit des chansons qui m'ont aidé aussi à l'époque à m'affirmer. Et puis vers 18 ans, j'ai eu les boutons dorés, en casquette à galons dorés, en capote à boutons dorés, qui a été un succès. Un gros succès d'ailleurs. Et là, on est en 1950 et quelques. Non, on est en 1958. 58. Oui. Voilà, c'est ça. La même année où Serge Gainsbourg a eu le succès avec Le Poinçonneur des Lilas. Et j'ai débuté au Collège, alors à Montparnasse, là. Le même soir, dans ce Collège qui était un cabaret très 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 connu depuis très longtemps, qui était dirigé par la chanteuse Cora Vauquer. Et là, j'ai débuté le même soir, enfin, que Serge Gainsbourg. On a été fêter ça après, tous les deux, à Montparnasse, à la Coupole. On a bien arrosé notre soirée. Avec Serge, ça, je dois dire. Il était comment dans la vie? C'était vraiment magnifique, c'est un homme magnifique. Oui, il était très drôle. Il était drôle, il était très intelligent, un peu désespéré. Dans sa drôlerie, il y avait un désespoir aussi. Mais je pense que c'est... Il était revenu un peu de tout. J'avais l'impression que rien ne l'étonnait. Il connaissait déjà les choses avant même de les avoir vécues. Il anticipait. Et puis il aimait beaucoup surprendre, et il aimait choquer. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui l'aimaient choquer. Il avait des têtes comme ça, qu'il choisissait. Mais il était très gentil. Moi, il est venu très souvent après me voir chanter. Quand je chantais à la Tête de l'Art, un jour, il s'est amené, puis alors, pendant que je chantais, il chantait en même temps que moi dans la salle. Il y avait quelqu'un qui chantait en même temps. Puis il me disait « C'est Serge, ne t'inquiète pas, c'est Serge. Bon, on ira se faire une bouffe après. Hein. Dépêche-toi de terminer, il me disait, parce que devant le public. Dépêche-toi de terminer, parce qu'on ira après dans une brasserie.
Moi, je me disais, mais il est fou de parler comme ça devant le public. Et tout. Mais lui, ça le faisait rire. Oui, ça le faisait rire. Ça l'éclatait. C'était un sacré personnage, en tout cas. Ah oui, oui. Alors, les années passent, bon, tu multiplies bien sûr les tubes, et tu fais connaissance avec ta femme Chantal, Chantal Goya. Oui. Alors, ça se passe comment, votre rencontre? J'avais été invité par Jean-Paul Belmondo, qui est un ami, Bébel, qui est un ami de jeunesse à moi. Et il savait que j'avais beaucoup d'admiration pour son immense talent. Et que j'étais toujours très friand d'aller voir ses premiers films. Et là, c'était la première sur les Champs-Élysées de L'Homme de Rio avec Françoise d'Orléac. Et j'aimais beaucoup Françoise aussi, que je connaissais. Et en ressortant du cinéma, je suis tombé nez à nez avec une jeune fille que j'avais connue 1 an avant dans une soirée où Eddie Barclay m'avait amené pour l'anniversaire du fils d'un ami d'Eddie Barclay, qui s'appelait Philippe Debarge. J'avais perdu de vue la petite Chantal de Guerre. Et là, elle me dit « Oh, comment allez-vous ? Ma grand-mère vient de mourir, c'est pour ça que je suis à Paris. Et comme ma grand-mère habite vers l'Étoile, j'ai descendu les Champs-Élysées et voilà pas qu'on se rencontre. » Alors je lui ai dit « Écoutez, ça me ferait plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que vous faites ce soir ? Si vous voulez, je vous invite à dîner au Quick. » Et alors, donc c'est vous qui avez anticipé. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il y avait le Quick Élysée qui se trouvait en face du drugstore des Champs-Élysées, et il y avait aussi un Quick qui était près de la rue Chambige, où il y avait les locaux du journal Salut les copains, pour lequel je travaillais, parce que j'écrivais des chansons. À l'époque, je commençais à écrire pour Sylvie Vartan, qui était produite par Daniel Philippaki, qui avait qui avait ses bureaux rue Chambige, vers Europe numéro 1, là où il y a les locaux d'Europe 1. Et évidemment, Chantal m'a attendu au Quick Élysée, moi je l'attendais à l'autre Quick. Et puis au moment de partir, j'avais attendu 2 heures, je m'étais dit, bon on s'est loupé, on se reverra plus, sans doute. Elle te plaisait quand même, oui. Ah oui. C'était le coup de foudre. Mais ça avait déjà été le coup de foudre 1 an avant. Mais le coup de foudre était reparti. Elle était partie à Londres, elle vivait à Londres. Elle faisait du journalisme à Londres. Et moi, je pensais que je la reverrais plus. Ou si je me disais un jour, je veux bien la revoir quelque part. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Et puis finalement, au moment de partir, elle avait compris qu'il y avait un autre Quick. Et elle s'est dit, si ça se trouve, il est à l'autre Quick qu'elle connaissait pas, mais c'était le garçon du Quick où elle était, où je suis pas venu, qui lui a dit, mais il y en a un autre en bas, vers la rue Chambige, vers là où il y a Europe 1. Et elle est arrivée au moment où moi j'allais partir chez moi, j'habitais boulevard de Courcelles à l'époque. Alors, je lui ai dit, écoutez, j'allais partir. Alors finalement, j'ai emmené boulevard de Courcelles manger dans un petit restaurant qui était à côté de la Lorraine. Et puis, après, je lui ai montré mon petit appartement que j'avais. On a pris un verre et puis je l'ai raccompagné à un taxi. Et puis elle est repartie. Et on est resté, je sais pas, 2-3 mois encore sans se revoir. Et puis... J'avais un numéro, mais on me répondait qu'elle était à Londres, qu'elle n'était pas à Paris. Et j'avais laissé mon numéro, et un jour, elle est revenue à Paris, et elle m'a téléphoné. Et on s'est revus à la Lorraine, je me souviens. Et je lui ai dit, je me prépare pour descendre à Antibes, Chouan-les-Pins, où je vais me présenter pour chanter à la Rose d'Or. La fameuse Rose d'Or de la chanson française, qui était organisée par l'ORTF à l'époque, et où il y avait 30 musiciens dirigés par Raymond Lefebvre. Et j'ai gagné le concours de la Rose d'Or avec Nos doigts se sont croisés, que j'avais écrit un petit peu pour elle en pensant à elle, parce que je l'avais emmenée au Saint-Hilaire danser un petit peu avec moi, mais elle aimait pas beaucoup les boîtes. Je l'avais compris, je m'en étais rendu compte. Et puis après, après la Rose d'Or, on s'est plus quitté. Une grande histoire d'amour. Elle est restée
on est resté 2-3 jours là-bas à Juan-les-Pins. Après, on a été pendant 8 jours à Saint-Tropez, dans un petit hôtel qui était dans les vignes, qui s'appelait l'hôtel de la Figuière. Mhm. Et puis, après, on est revenu. J'ai loué un petit pavillon à Nogent-sur-Marne pour habiter avec elle. Et là, il y a eu le premier enfant, Jean-Paul. Et puis, on a déménagé de Nogent-sur-Marne pour habiter rue des Saints-Pères. Oui. J'avais trouvé un grand appartement rue des Saints-Pères et où est née ma fille, Clarisse. D'accord. Et là, alors rue des Saints-Pères, j'ai commencé à écrire beaucoup pour Sylvie. Mhm. Et puis là, j'ai commencé à écrire pour les numéros 1 de Mariti et Gilbert Carpentier. Et en écrivant pour les numéros 1, forcément, j'écrivais des duos pour Johnny, pour Thierry Leluron. Mais vous savez, c'est incroyable quand même, parce que Mariti, Pour- Gilbert pour beaucoup Carpentier, de c'est gens. toute une époque, c'est fantastique. Est-ce que vous avez des anecdotes sur tous les artistes qui ont fait les Mariti, Gilbert Mais Carpentier? tout est Justement. dans le livre. Voilà, Voilà. voilà. Allez-y, amis téléspectateurs, ça s'appelle donc L'âge d'or des variétés, et ça parle des Mariti, Gilbert Ah, mais Carpentier. ça parle que d'eux. Voilà, alors, Et il y a toutes les photos des artistes pour qui j'ai écrit. d'accord. Donc, Et j'ai écrit pour Jodassin, j'ai écrit pour la petite Joëlle du groupe Il était une fois, j'ai Ouais. écrit un numéro 1 pour Carlos, oui, plusieurs, j'en ai écrit 3, j'en ai écrit pour des Miss Roussos, oui. j'en ai écrit aussi un où j'avais écrit une chanson pour Gainsbourg, j'ai écrit à peu près pour tous. Ah oui, Alors, c'est un livre pour Johnny, vraiment très très bien ça c'est illustré. une chanson que j'avais écrite pour le numéro 1 de Sylvie qui s'appelait Je chante pour Soigny. Oui, Où Brialy fait le directeur du théâtre dans lequel elle va chanter, puis là il vient dans sa baignoire, oui, et la chanson s'appelle Bulle, bulle, je ne suis qu'une bulle. oui. Et alors il lui frotte le dos, et Johnny, le soir où il avait vu le numéro 1 passer, il cherchait partout dans tout Paris Brialy pour lui casser la gueule. Il m'a dit, oui, il a mis sa main dans la baignoire alors que Sylvie était toute nue et tout, je lui cassais la gueule. Ah oui, je me souviens. Ah oui, il était sérieux en plus quand il Oui. comme ça, ouais. Alors je lui disais, c'est pas très grave, tu sais, surtout de la part de Brialy, Oui, c'est pas très grave. Et ça, moi, c'est moi qui avais écrit la chanson entre Barbara et Johnny. et Johnny Hallyday, oui. Où il chante entre l'ombre et la lumière. Mhm. J'avais écrit la chanson avec Barbara. Ouais. Oui, c'est beaucoup de souvenirs. Et ça te fait quoi de regarder tous ces souvenirs? Je suis content. Et j'avais écrit pour Sacha aussi, pour Thierry forcément. Thierry Leluron. Oui, pour Sardou aussi, j'ai écrit aussi numéro 1. Le voilà le numéro 1 que j'avais écrit pour Sylvie. D'accord, oui. Elle, c'est dedans, dans Je chante pour Soigny. Mais allez-y, amis téléspectateurs. L'effet que La ça, photo. il s'est repassé il n'y a pas longtemps sur la 3, ça fait un succès fou. Mhm. Ça va être reprogrammé dans 3 semaines. Oui, L'effet que ça me fait, c'est que on a tous pris un peu de bouteille. Il y en a malheureusement qui ils sont plus là. nous ont quittés. Carlos nous a quittés, Dassin nous a quittés. Oui, Il y en a pas mal. Serge Gainsbourg. Serge, oui, il y a déjà un moment. C'est vrai que c'est des moments importants dans ta vie. J'avais rencontré Brassens, qui est plus là non plus. Oui, J'ai même écrit aussi des chansons pour Tino Rossi, pour un numéro 1. D'accord. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant 10 ans pour eux. Mhm. Et puis, pour Chantal, j'ai écrit 3 numéros 1. Et les numéros 1 de Chantal, c'est au fond ce qui a fait connaître Chantal Goya. Voilà. Alors, il y avait Le Lapin, Bécassine, c'est ma cousine, parce Ouais. qu'il fallait bien que je trouve des personnages. Oui, Alors, comme moi, dans mon enfance, j'aimais beaucoup Bécassine, oui. je faisais partie, moi, de l'enfance de Bécassine, puisque je suis né en 40. Mhm. Et je lui ai mis autour d'elle, comme ça, un tas de personnages, comme les Pieds Nickelés, où je lisais les illustrés quand j'étais petit. Alors, j'avais été voir l'éditrice des Pieds Nickelés, je lui avais dit, je voudrais en faire des personnages avec des chansons pour mettre autour de ma jeune femme, qui s'appelle Chantal Goya. Oh, mais vous n'y pensez pas, mais vous vous rendez pas compte, ces Pieds Nickelés. Oui. Ils étaient pas très bien vus par tout le monde, parce qu'on disait qu'ils cambriolaient les coffres des bijoux dans les banques et tout. Je me souviens, cette pauvre femme, elle prenait au sérieux tout ce qui était dans les bandes dessinées qu'avait dessiné son mari.
Enfin, voilà, puis Puis au fur et à mesure. chemin faisant, voilà, Chantal est toujours là, elle fait toujours ses spectacles que je lui écris et mets en scène. Donc l'aventure avec Chantal, ça dure depuis des années. D'ailleurs, elle est sur scène encore partout en France. Ah oui. On le sait. Elle a une tournée vraiment, tournée incroyable encore. Prochainement, vous la retrouverez à Lequin dans le Nord, pas très loin de Lille. Alors, comment te vient ton inspiration, Jacques? Parce que ça te vient comme ça t'as écrit quand même pour Johnny Hallyday, t'as écrit pour les plus grands. Oui, Je crois que pour toi, pour moi, la vie va commencer. Je crois que c'est. Oui, c'est de moi. C'est toi. Oui. C'est incroyable. C'était un soir à Castelnaudary. Réventura n'avait plus son orchestre de collégiens. Il était devenu producteur de cinéma. Et il avait décidé de consacrer un long métrage à Johnny. Et son premier film allait s'appeler D'où viens-tu, Johnny? Ouais. Et puis, à un moment, Réventura, à table, dit mais qui va écrire la chanson? Je repars demain matin à Paris, il faut que je la fasse orchestrer, car Johnny tournait 15 jours après cette rencontre où Réventura était descendu avec Abel Gans, le metteur en scène, qui finalement a eu un ennui cardiaque et n'a pas pu être couvert par les assurances, donc il n'a pas pu faire le film. Je me souviens même que Johnny me disait, mais qui c'est cet homme-là? Un homme qui était quand même d'un certain âge. Et je lui dis, c'est Abel Gans, le grand génie Abel Gans. Tu vas aux États-Unis le dimanche matin à New York, il y a toujours on projette toujours à la télévision le Napoléon d'Abel Gans. Comme on projette toujours en référence pour le cinéma français, Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné. Tu ne te rends pas compte? Alors il me dit, oui, mais ça va être mon metteur en scène. Je lui dis, je crois, oui, c'est lui qui a l'air d'être là pour être le metteur en scène. Et il me regarde et il me dit, tu lui donnes quel âge? Alors moi, je lui dis, je ne sais pas. C'était un homme qui visiblement avait une trentaine d'années de plus que nous. Et il avait l'air un peu marqué du reste, même un peu. On aurait dit Léo Ferré en... D'accord. Oui, en plus âgé. Alors il me dit, ah bon. Alors il va me diriger, ben, oui, je crois. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ben, je lui dis, il a fait Napoléon, le grand chef-d'œuvre Napoléon. Il me dit, mais si ça se trouve, il l'a peut-être connu, il m'a dit. Excellent. Justement, quels sont surtout les artistes que tu as connus, parce que ah oui, mais c'est mignon, il avait même pas 17 ans, là. Il allait avoir 17 ans. Mais sa réaction, je la trouve formidable, parce que c'est en fait une réaction d'enfant qui restait très pure. Oui, mais tout à fait. De me dire, mais au fond, tu te rends compte, tu crois qu'il l'a connu? Oui. Alors, évidemment, moi, ça m'a fait rire, mais en même temps, c'était logique. Oui. C'était logique qu'il me demande ça. Oui, de toute façon, il était plus âgé de vous, donc pour lui... Puis finalement, c'est pas lui qui a été le metteur en scène du film, puisqu'il a fait un infarctus 5-6 jours après cette rencontre, et ça a été Noel Howard, qui lui était le metteur en scène, le second metteur en scène de Gene Kelly, quand Gene Kelly a tourné Chantons sous la pluie. Et c'était, disons, le deuxième metteur en scène du film Chantons sous la pluie, qui dirigeait surtout les séquences dansées du film. D'accord. Et c'est lui, Noel Howard, qui a fait le film à la place de Abel Gans. D'accord. Tu as toujours des relations avec il est mort. Johnny? Avec Johnny. Pas Johnny, non, heureusement. Grâce au ciel, Johnny est toujours vivant. On se téléphone, oui, bien sûr. Je l'ai au téléphone. Mais il est souvent aux États-Unis. Quand il est à Paris, il est très pris parce qu'il répète sa tournée... la tournée des vieilles canailles, c'est ça? Oui, c'est ça, avec Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Alors, Qui fait un carton, d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de raison. Oui.